Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer nos histoires. La pluie frappait contre la fenêtre de l'appartement, tandis que je sentais la chaleur des mains de Daniel parcourir ma peau. 3 mois s'étaient écoulés depuis notre première rencontre, et pourtant, chaque contact de sa part me faisait remettre en question tout ce que je croyais savoir sur moi-même. Ses lèvres trouvèrent les miennes avec une urgence qui me désarçonnait complètement, et pendant un instant, juste un instant, je laissais le monde extérieur disparaître. « Gabriel », murmura-t-il contre ma bouche, et le son de mon nom sur ses lèvres était comme une confession que je n'étais pas prêt à faire. Ses mains s'entrelacèrent avec les miennes, et je sentis le poids de la bague de fiançailles que Sophia avait choisie avec tant de soin. La culpabilité se mêlait au désir d'une manière qui me consumait de l'intérieur, mais à cet instant, dans les bras de Daniel, j'étais plus moi-même que je ne l'avais jamais été de toute ma vie. Quand nous nous séparâmes, essoufflés, il me regarda avec ses yeux bruns qui semblaient percer toutes les masques que je portais au quotidien. « Tu ne peux pas continuer à vivre 2 vies pour toujours, » dit-il. Et je savais qu'il avait raison. Mais je savais aussi que je n'étais pas prêt à affronter la vérité que ses yeux reflétaient. Je m'appelle Gabriel Santos, et à 35 ans, j'avais construit exactement la vie que j'avais toujours planifiée. Entrepreneur prospère dans le domaine du conseil en entreprise, propriétaire d'un appartement à Barra da Tijuca avec vue sur la mer, une voiture importée dans le garage et, plus importante encore, fiancé à Sofia Mendes depuis 2 ans. Sofia était tout ce qu'un homme pouvait désirer, intelligente, belle, avocate à succès et, surtout, elle s'intégrait parfaitement dans le monde que j'avais construit autour de moi. Ce mardi matin, le 15 mars, j'étais dans mon bureau en train de revoir les derniers détails de la proposition que je présenterais à la conférence sur les affaires durables à Rio. C'était un événement important, réunissant les principaux entrepreneurs et professionnels du secteur, et j'avais travaillé des semaines pour m'assurer que tout soit parfait. Ma secrétaire, Carla, entra dans la pièce avec le café que je prenais toujours à 9 heures du matin, un double expresso sans sucre. « Monsieur Gabriel, la présentation est imprimée et dans le dossier bleu. Le chauffeur sera là à 10h30 pour vous conduire à l'hôtel Copacabana Palace, » dit-elle avec son efficacité habituelle. « Ah, merci Carla. Et n'oublie pas de confirmer le dîner avec Sofia ce soir à 8h. J'ai réservé chez Roberta Sudbrack, » répondis-je en vérifiant ma Rolex. La vie suivait son cours prévisible, et j'aimais cette prévisibilité. Il n'y avait pas de surprise dans ma routine, pas de place pour l'imprévu. Sofia et moi nous étions rencontrés à la faculté d'administration, il y a 15 ans. Nous avions été en couple pendant nos études, nous nous étions séparés lorsque chacun avait suivi son chemin professionnel, et nous nous étions retrouvés lors de la remise des diplômes d'un ami commun. Reprendre notre relation avait été naturel. Nous étions compatibles à tous les niveaux pratiques. Nous aimions les mêmes restaurants, avions des objectifs similaires, et nos familles s'entendaient très bien. La demande en mariage avait été planifiée dans les moindres détails. Je l'avais emmené passer un week-end à Buzios, dans le complexe où nous avions séjourné lors de notre premier voyage ensemble. Au coucher du soleil sur la plage, je m'étais agenouillé et lui avais offert une bague de 2 carats que j'avais choisie avec l'aide de ma mère. Sofia avait pleuré de bonheur, dit oui, et nous avions publié la photo sur Instagram qui avait reçu plus de 300 likes en 1 heure. Notre mariage était prévu pour septembre, seulement 6 mois après la conférence qui allait tout changer dans ma vie. Le buffet était réservé, la salle louée, et Sofia avait choisi une robe magnifique qui coûtait plus cher que ma première voiture. Nous étions le couple parfait, avec une vie parfaite, suivant le scénario parfait que la société attendait de nous. Ce matin-là, alors que je me dirigeais vers la conférence, je n'avais aucune idée qu'en quelques heures, je rencontrerais quelqu'un qui remettrait tout cela en question. Quelqu'un qui me ferait réaliser que toute cette perfection n'était qu'une façade soigneusement construite pour cacher des parties de moi-même dont j'ignorais l'existence. L'hôtel Copacabana Palace était à son apogée ce matin-là. Les principaux noms du monde entrepreneurial brésilien circulaient dans la grande salle où se tenait la conférence « Durabilité et innovation, l'avenir des affaires ». Je me sentais chez moi dans cet environnement, costume bien taillé, discussion sur les investissements et les opportunités, l'odeur familière du café de qualité et des parfums coûteux.
Ma présentation était prévue pour 14 heures, alors j'ai décidé de circuler dans l'événement, le réseautage étant l'un de mes points forts. J'ai salué quelques connaissances, échangé des cartes avec des clients potentiels, et je me dirigeais vers la pause café quand je heurtai quelqu'un près du buffet. « Désolé », dit une voix masculine. Et lorsque je me retournai pour répondre que ce n'était rien, je me trouvais face aux yeux les plus intenses que j'ai jamais vus. Ils étaient bruns, presque couleur miel, et semblaient emporter une profondeur qui me désarçonna complètement. L'homme avait environ 28 ans, des cheveux noirs légèrement ébouriffés, un sourire qui illuminait tout son visage, et il portait un costume gris qui, bien que bien taillé, avait une allure plus décontractée que le mien. « Ce n'est rien », parvins-je à répondre, encore à moitié hypnotisé par son regard. « Gabriel Santos », dis-je en tendant la main. « Daniel Ferreira », répondit-il en serrant ma main, et le contact dura quelques secondes de plus que ce qui serait considéré comme normal pour une présentation professionnelle. « Vous êtes le Gabriel Santos de SG Consultoria. J'ai lu des choses sur votre travail en économie circulaire. Impressionnant. » Le fait qu'il connaisse mon travail me flatta, mais il y avait quelque chose dans le ton de sa voix, une admiration qui semblait aller au-delà du professionnel. « Merci. Et vous, Daniel? Dans quel domaine travaillez-vous? » « Architecture durable. Je suis associé chez Ferreira & Associados. Nous sommes spécialisés dans les projets résidentiels et commerciaux axés sur la durabilité et l'efficacité énergétique, répondit-il. Mais ses yeux ne quittaient pas les miens. En fait, je suis votre travail depuis un certain temps. Votre projet avec la société Andrade était révolutionnaire. Nous avons discuté pendant presque 1 heure. Daniel avait une façon de parler qui captivait toute mon attention. Il gesticulait en expliquant ses projets, ses yeux brillaient lorsqu'il parlait d'architecture bioclimatique, et il y avait une passion sincère dans chaque mot. C'était complètement différent des conversations techniques et calculées auxquelles j'étais habitué dans le monde des affaires. « Vous présentez aujourd'hui » demandai-je en vérifiant discrètement ma montre. « À 15h30, architecture régénérative, construire l'avenir. Et vous ? À 14h. Économie circulaire, transformer les déchets en opportunités. Je ne vais pas rater ça, dit-il avec un sourire qui fit faire un étrange soubresaut à mon estomac. Et si on prenait un café après les présentations? J'aimerais discuter de quelques idées pour un éventuel partenariat entre nos entreprises. C'était une proposition professionnelle tout à fait logique. Nos domaines d'expertise se complétaient parfaitement, et un partenariat pourrait être extrêmement lucratif pour nous deux. Alors pourquoi avais-je l'impression qu'il y avait une intention sous-jacente dans cette invitation? Et pourquoi, plus important encore, cette idée m'excitait-elle d'une manière que je ne pouvais pas expliquer? « D'accord, » répondis-je. « Je connais un excellent café à Ipanema. On pourrait s'y retrouver à 17h? » Il nota l'adresse sur son téléphone, et lorsque nous nous séparâmes, je sentis à nouveau cette poignée de main qui durait un peu plus longtemps que nécessaire. Pendant toute ma présentation, je me surpris à chercher son visage dans le public. Quand je le repérai enfin au 3e rang, je ressentis un mélange de nervosité et de satisfaction que je n'avais jamais éprouvé auparavant en présentant devant un auditoire. Ma conférence fut un succès, comme toujours. Je reçus plusieurs cartes de visite, des propositions de projets et des compliments enthousiastes. Mais tout ce à quoi je pouvais penser était la présentation de Daniel, que je regardais depuis le 1er rang. Il était un orateur né, charismatique et captivant. Il parlait avec une assurance qui n'était pas arrogante, mais sincèrement passionnée. Et, lorsque nos regards se croisèrent pendant sa présentation, je sentis une chaleur monter dans ma poitrine qui me fit desserrer ma cravate. À 17h précises, j'étais dans le café à Ipanema, une petite cafétéria artisanale que j'avais découverte il y a quelques années et qui était devenue mon refuge lorsque j'avais besoin de réfléchir. Daniel arriva 10 minutes plus tard, les cheveux encore plus ébouriffés et le veston de son costume jeté sur son bras. « Désolé pour le retard », dit-il en s'asseyant en face de moi. « Plusieurs contacts voulaient en discuter après la présentation. »« Je peux imaginer. Ta conférence était excellente, » répondis-je. Et c'était vrai. Tu as une vision très intéressante de l'architecture régénérative. Nous commandâmes du café. Il prenait un cappuccino à la cannelle, appris-je, et commençâmes à parler affaires. Du moins, c'est ainsi que cela commença. Nous discutâmes des possibilités de partenariat, de projets communs, de la manière dont nos expertises pourraient se compléter.
Mais peu à peu, la conversation prit des chemins plus personnels. J'appris que Daniel était diplômé de l'UFRJ, qu'il avait vécu 2 ans en Europe pour étudier l'architecture durable, qu'il avait un frère cadet et que ses parents vivaient à Petropolis. Il découvrit que j'étais un carioca de naissance, que j'avais construit mon entreprise de toutes pièces et que j'étais fiancé et sur le point de me marier. « Ta fiancée doit être une femme spéciale », dit-il lorsque je mentionnais Sophia, mais il y avait quelque chose dans son ton que je ne parvins pas à déchiffrer. « Oui », répondis-je automatiquement, « nous sommes très compatibles. » Il sourit d'une manière étrange. Compatible est un mot intéressant pour décrire une relation. Je ne sus quoi répondre à cela. C'était vrai. Sophia et moi étions compatibles. Nous avions des objectifs similaires, aimions les mêmes choses, nous disputions rarement. Mais pour la première fois, cette compatibilité semblait insuffisante. Le café qui devait durer 1 heure s'étira sur 3 heures. Quand je m'en rendis compte, il était 8 heures du soir et j'avais complètement oublié le dîner avec Sophia. Je pris mon téléphone et vis 5 appels manqués de sa part. « Il faut que j'y aille », dis-je en me levant brusquement. J'ai oublié un engagement. Daniel sembla percevoir mon anxiété. « Bien sûr, ce fut une conversation très productive, Gabriel. Restons en contact pour discuter des projets. » Nous échangeâmes nos cartes, et lorsqu'il tendit la main pour dire au revoir, il serra la mienne un moment de plus, me regardant droit dans les yeux. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Vraiment. » Je quittai le café avec le cœur battant et une étrange sensation dans la poitrine. Tout au long du trajet de retour, j'essayais de comprendre ce qui m'était arrivé cet après-midi-là. Pourquoi une simple rencontre professionnelle m'avait-elle autant affecté? Pourquoi ne pouvais-je pas arrêter de penser au sourire de Daniel, à la manière dont il parlait avec ses mains, à ses yeux qui semblaient voir à travers moi? Quand j'arrivai à la maison, Sophia était visiblement contrariée. Elle m'avait attendu au restaurant pendant 1 heure avant de rentrer. « Gabriel, que s'est-il passé? Tu n'oublies jamais nos dîners, » dit-elle dès que je franchis la porte. « Désolé, amour. Une opportunité d'affaires importante est survenue. J'ai perdu la notion du temps, mentis-je, ou du moins, mentis-je en partie. » Sophia m'enlaça, et je sentis le parfum familier de son Chanel No. 5. Ce n'est pas grave. Je sais comment ces réunions d'affaires peuvent s'éterniser. J'ai commandé de la nourriture japonaise pour nous deux. Nous dînâmes en regardant un film sur Netflix. Sophia blottit contre mon épaule comme elle le faisait toujours. C'était notre routine habituelle, confortable et prévisible. Alors pourquoi avais-je l'impression de jouer un rôle? Pourquoi, pendant qu'elle parlait des préparatifs du mariage et me montrait des photos de décoration possibles sur Pinterest, ne pouvais-je penser qu'à des yeux bruns et à un sourire qui avait bouleversé mon monde? Cette nuit-là, allongé à côté de Sophia qui dormait paisiblement, je fixais le plafond pendant des heures. J'essayais de me convaincre que ce n'était qu'une rencontre professionnelle intéressante, que Daniel n'était qu'un potentiel partenaire commercial charismatique, que cette étrange sensation dans ma poitrine ne signifiait rien. Mais au fond, je savais que je me mentais à moi-même. Quelque chose avait changé cet après-midi-là, quelque chose que je ne pouvais pas nommer ou comprendre complètement. Et le plus effrayant de tout était que, malgré la peur et la confusion, une partie de moi voulait désespérément revoir Daniel. Si vous suivez cette histoire et vous identifiez au dilemme de Gabriel, laissez un commentaire pour partager ce que vous pensez de cette première partie. Votre interaction est très importante pour que nous poursuivions ensemble ce voyage de découverte de soi et d'amour. 3 jours s'étaient écoulés depuis la rencontre au café et Daniel ne quittait pas mes pensées. J'essayais de me concentrer sur le travail, sur les préparatifs du mariage, sur les conversations avec Sophia à propos de la lune de miel que nous ferions en Europe, mais rien n'y faisait. C'était comme si une partie de mon esprit était constamment tournée vers cet après-midi à Ipanema, revivant chaque mot échangé, chaque regard, chaque moment où nos doigts s'étaient touchés en attrapant la tasse de café en même temps. Le vendredi matin, alors que je révisais des contrats dans mon bureau, mon téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. « Gabriel, c'est Daniel. Et si on discutait de ce partenariat autour d'un déjeuner? Je connais un endroit discret où nous pourrons parler tranquillement. » Mon cœur s'emballa d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Ce n'était qu'une réunion d'affaires, essayai-je de me convaincre, mais je savais qu'il y avait plus dans cette invitation. Le mot « discret » résonnait dans mon esprit de manière troublante et
en même temps excitante. Je répondis que oui, et il suggéra un petit restaurant italien à Flamengo, loin du centre financier où je déjeunais habituellement et où je pourrais être facilement reconnu par des collègues ou des clients. Quand j'arrivais sur place à 12h30, Daniel m'attendait déjà à une table au fond de la salle, visiblement plus nerveux que lors de la conférence. « Gabriel !» dit-il en se levant pour me saluer, et je sentis à nouveau cette poignée de main prolongée. « Merci d'être venu, je sais que tu dois être occupé. »« J'ai toujours du temps pour de bonnes affaires, » répondis-je, essayant de garder un ton professionnel mais conscient que ma voix tremblait légèrement. Nous commandâmes le déjeuner. Il choisit un risotto au cèpe, je pris du saumon grillé, et commençâmes à parler de projets communs. Daniel avait une proposition intéressante, un projet résidentiel durable qui combinerait son expertise en architecture écologique avec mon expérience en économie circulaire. C'était un projet ambitieux qui pourrait révolutionner le marché immobilier carioca. Mais, comme au café, la conversation prit peu à peu des chemins plus personnels. Daniel me raconta sa passion pour l'architecture, comment il avait découvert sa vocation lors d'un voyage au Danemark, où il avait vu des projets de logements sociaux qui avaient complètement changé sa perspective sur le rôle de l'architecture dans la société. « Et toi, Gabriel, comment as-tu découvert que tu voulais être entrepreneur ?» demanda-t-il en coupant délicatement son risotto. « En fait, je ne me suis jamais posé la question, » répondis-je, me surprenant moi-même par mon honnêteté. Ça a toujours été le chemin évident. Mon père est entrepreneur, j'ai étudié l'administration parce que c'était attendu, j'ai créé mon entreprise parce que ça semblait la progression naturelle. Je n'ai jamais pris le temps de me demander si c'était vraiment ce que je voulais. Daniel me regarda avec une intensité qui me donna l'impression qu'il voyait des parties de moi que je ne connaissais pas moi-même. « Et que veux-tu, Gabriel? Si tu pouvais choisir n'importe quoi sans pression extérieure, que ferais-tu de ta vie ?» La question me prit complètement au dépourvu. Personne ne me l'avait jamais posée auparavant. Sophia ne l'avait certainement jamais fait. Nous restâmes silencieux quelques minutes pendant que j'essayais de formuler une réponse. « Je ne sais pas, » admis-je finalement. C'est étrange de dire ça à 35 ans, mais j'ai l'impression de n'avoir jamais eu l'opportunité de découvrir qui je suis vraiment. J'ai toujours vécu selon les attentes de la famille, de la société, de Sophia, et selon tes propres attentes de qui tu devrais être, ajouta-t-il doucement. Ses yeux étaient fixés sur les miens, et je ressentis une connexion qui allait bien au-delà de tout ce que j'avais expérimenté auparavant. C'était comme si Daniel pouvait voir à travers toutes les couches de respectabilité et de succès que j'avais construites autour de moi, directement jusqu'au cœur de qui j'étais vraiment, ou de qui je pourrais être. « Gabriel !» dit-il en baissant la voix et en se penchant légèrement au-dessus de la table. « Puis-je te poser une question personnelle ?» J'acquiesçais, malgré mon cœur qui battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. « Es-tu heureux ?» La question était simple, mais elle me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Heureux? J'étais prospère. J'avais tout ce qu'un homme de mon âge pouvait désirer. J'étais sur le point de me marier avec une femme merveilleuse. Bien sûr que j'étais heureux. N'est-ce pas? J'ai une bonne vie, répondis-je évasivement. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, insista-t-il doucement. Es-tu heureux? Le silence s'étira entre nous. Autour de nous, les autres clients du restaurant continuaient leur conversation, les serveurs circulaient avec des plats, la vie suivait son cours normalement. Mais à cette table, à ce moment, j'eus l'impression que le temps s'était arrêté. « Je ne sais pas, » murmurai-je finalement. « Je ne sais plus ce qu'est le bonheur. » Daniel tendit la main au-dessus de la table et toucha brièvement la mienne. Ce n'était qu'un contact rapide, qui pouvait être interprété comme un geste amical de soutien, mais le courant électrique que je ressentis était indéniable. « Moi aussi, je suis passé par là, » dit-il. « J'ai vécu des années à essayer de m'intégrer aux attentes des autres, jusqu'à ce que je réalise que la seule personne qui doit approuver ma vie, c'est moi-même. » Il y avait quelque chose dans la manière dont il avait dit cela, une simplicité qui me fit suspecter que nous ne parlions pas seulement de carrière et d'attentes familiales. J'eus le sentiment que Daniel me confiait quelque chose de plus profond sur lui-même, mais je n'eus pas le courage de poser la question directement. Le déjeuner s'étira sur 2 heures. Quand nous demandâmes enfin l'addition, je savais que quelque chose de fondamental avait changé. Je ne pouvais plus prétendre que c'était juste une rencontre professionnelle.
L'attirance que je ressentais pour Danielle devenait impossible à ignorer, et ce qui était le plus effrayant, c'était qu'elle semblait réciproque. « Gabriel, dit-il pendant que nous attendions la monnaie, j'aimerais continuer cette conversation une autre fois. J'ai l'impression que nous avons beaucoup en commun. » « Oui, » répondis-je sans hésiter. « J'aimerais beaucoup. » Nous convînmes de nous retrouver dimanche après-midi au Jardin botanique. C'était un lieu public, sûr, où nous pourrions parler sans susciter de soupçons. Du moins, c'est ainsi que je me le justifiais. Le week-end passa lentement. Sofia était partie à São Paulo pour l'enterrement de vie de jeune fille d'une amie, alors j'étais seul à la maison avec mes pensées confuses. J'essayais de travailler, de regarder la télévision, de lire, mais rien ne parvenait à me distraire de l'anxiété croissante à l'idée de revoir Danielle. Le dimanche, j'arrivais au Jardin botanique 15 minutes en avance. C'était une belle journée de mars, et le parc était rempli de familles, de couples et de groupes d'amis profitant de l'après-midi. Je trouvais Danielle près de l'orchidarium, vêtue de manière décontractée, un jean sombre et une chemise blanche qui mettait en valeur son léger bronzage. « Tu es arrivé tôt, » dit-il en souriant. « Je n'avais rien d'autre à faire à la maison, » mentis-je. La vérité était que j'avais passé toute la matinée à me préparer, changeant de tenue 3 fois, et que j'étais arrivé tôt parce que l'anxiété me rongeait. Nous marchâmes lentement le long des sentiers du parc, discutant d'architecture, de paysagisme, de l'importance du contact avec la nature pour le bien-être humain, mais il y avait une tension sous-jacente, une attente qui rendait chaque mot chargé de signification double. « Gabriel, » dit Danielle lorsque nous nous arrêtâmes près de l'étang des tortues, « puis-je être direct avec toi ?» Mon estomac se noua. « Bien sûr. Depuis qu'on s'est rencontrés, je ne peux pas arrêter de penser à toi, » dit-il en me regardant droit dans les yeux. « Et pas seulement d'un point de vue professionnel. Je sais que tu es fiancé, je sais que ça complique tout, mais je dois être honnête sur ce que je ressens. Le monde sembla s'arrêter autour de moi. Une partie de moi voulait s'enfuir, rentrer chez moi, prétendre que cette conversation n'avait jamais eu lieu. Mais une partie plus grande, une partie qui gagnait en force chaque jour, voulait rester et entendre ce qu'il avait encore à dire. « Daniel, commençai-je, mais il m'interrompit doucement. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit maintenant. Je veux juste que tu saches que si tu veux explorer ce qu'il y a entre nous, je suis prêt. Je sais que c'est compliqué. Je sais que tu as une vie structurée, mais je sais aussi qu'il y a quelque chose de réel ici. » Nous restâmes silencieux quelques minutes, observant les tortues nager paresseusement dans l'étang. Des enfants couraient autour de nous, des couples prenaient des selfies, la vie suivait son cours normalement alors que mon monde s'effondrait et se reconstruisait simultanément. « Je ressens ça aussi, » admis-je finalement, ma voix presque un murmure. « Mais je ne sais pas ce que ça signifie. Je n'ai jamais ressenti ça pour un autre homme avant. Tout le monde ne découvre pas tout sur soi à 20 ans, » dit Danielle doucement. « Certaines personnes mettent plus de temps à comprendre qui elles sont vraiment. Et il n'y a rien de mal à cela. » Je le regardais, ses yeux gentils et compréhensifs, et je ressentis un mélange de terreur et de soulagement. Terreur parce que tout ce que je savais sur moi-même était remis en question. Soulagement parce que, pour la première fois, il y avait quelqu'un qui non seulement comprenait, mais était prêt à m'aider à comprendre aussi. « Que suggères-tu » demandai-je. « Qu'on se voit quelquefois, sans pression, sans attente, juste pour que tu découvres ce que tu ressens. Si tu décides que ce n'était qu'une confusion, que tu veux continuer ta vie comme prévu, je respecterai totalement. Mais si tu découvres qu'il y a plus, je serai là. » C'était une proposition dangereuse, je le savais. J'étais fiancé, j'avais une vie entière construite autour d'attentes hétérosexuelles, une famille, des amis, une carrière. Mais je savais aussi que si je n'explorais pas ces sentiments, je passerais le reste de ma vie à me demander « et si ?» Juste quelques rencontres, répétai-je, comme si je testais les mots. Pour comprendre ce que je ressens. Juste quelques rencontres, confirma-t-il. Nous marchâmes encore un peu en silence, et lorsqu'il fut temps de nous dire au revoir, Daniel me donna une accolade qui dura quelques secondes de plus que ce qui serait approprié entre deux hommes qui se connaissent à peine. Je sentis l'odeur de son parfum, la fermeté de ses bras autour de moi, et je sus que j'avais franchi une ligne invisible dont je ne pourrais peut-être plus revenir. Les 2 semaines suivantes furent les plus confuses de ma vie. Pendant la journée, j'étais Gabriel Santos,
entrepreneur prospère, fiancé de Sophia, vivant la vie que j'avais toujours planifiée. Mais la nuit, seul dans mon bureau ou lorsque Sophia dormait à mes côtés, j'étais quelqu'un d'autre, quelqu'un qui pensait obsessionnellement à Daniel, qui revivait chaque mot de nos conversations, qui se surprenait à imaginer ce que ce serait de l'embrasser. Nous nous rencontrâmes 3 fois de plus au cours de ces 2 semaines, toujours dans des endroits discrets, toujours sous prétexte de discuter affaires. Un café à Gavea, un déjeuner à Leblon, une promenade autour du lac Rodrigo de Freitas. Chaque rencontre renforçait notre connexion, mais augmentait aussi ma confusion intérieure. Daniel était différent de toutes les personnes que j'avais rencontrées. Il parlait de ses passions avec une intensité qui me fascinait, remettait en question les conventions sociales d'une manière qui me faisait réfléchir et avait une façon de me regarder qui me faisait me sentir vraiment vu pour la première fois de ma vie. Pas le Gabriel prospère, pas le fiancé parfait, mais le Gabriel réel, avec toutes ses doutes et contradictions. « Tu es différent », remarqua Sophia un jeudi soir, lorsqu'elle rentra après une nouvelle journée de préparatifs pour le mariage. Plus distrait. « Tout va bien au travail ?»« Tout va bien », mentis-je en l'enlaçant dans la cuisine. « Juste quelques nouveaux projets qui demandent beaucoup d'attention. » Elle posa sa tête sur ma poitrine et je ressentis une vague de culpabilité. Sophia ne méritait pas cela. C'était une personne bonne, qui m'aimait sincèrement, qui avait construit une vie avec moi basée sur la confiance. Et je trahissais cette confiance, même si je n'avais encore rien fait d'autre que parler avec un autre homme. « Gabriel, tu m'aimes » demanda-t-elle soudain, toujours blottie contre moi. La question me prit par surprise. « Bien sûr que je t'aime. Pourquoi poses-tu cette question ?»« Je ne sais pas. Parfois, j'ai l'impression que tu es distant, comme si ton esprit était ailleurs. » Je l'embrassais sur le haut de la tête, respirant le parfum familier de son shampoing. « Désolé si j'ai semblé distant, c'est juste le travail. Tu sais comment je suis quand je développe de nouveaux projets. » Elle sembla accepter l'explication, mais je vis l'inquiétude dans ses yeux. Cette nuit-là, nous fîmes l'amour pour la première fois depuis des semaines, et j'essayais de me concentrer entièrement sur elle, sur les sensations, sur le plaisir que nous partagions. Mais même dans les moments les plus intimes, une partie de mon esprit était avec Daniel, imaginant ce que ce serait de faire différemment, de découvrir quelque chose de nouveau. Le lendemain, Daniel m'envoya un message. « J'ai besoin de te voir. C'est important. » Nous nous retrouvâmes dans son appartement à Botafogo. C'était la première fois que j'allais chez lui, et je ressentis un mélange de nervosité et d'excitation qui me fit sérieusement douter de ma santé mentale. L'appartement reflétait parfaitement sa personnalité. Des plantes partout, une décoration éclectique mêlant pièces anciennes et design moderne, des livres d'architecture éparpillés. « Merci d'être venu, » dit-il, semblant plus nerveux que je ne l'avais jamais vu. « Tu veux un café ?» J'acceptais, plus pour avoir quelque chose à faire de mes mains que par envie de boire un café. Nous nous assîmes sur le canapé du salon et pendant quelques instants, nous restâmes silencieux, tous deux conscients que le fait d'être seuls dans son appartement changeait la dynamique entre nous. « Gabriel, j'ai besoin de te dire quelque chose, » dit-il finalement. « À propos de moi, de pourquoi je comprends ce que tu traverses. » J'attendis en silence, pressentant que ce qu'il allait me dire changerait tout. « J'ai été marié, » dit-il, « avec une femme nommée Patricia. Nous nous sommes rencontrés à la faculté, nous sommes sortis ensemble pendant 6 ans, nous nous sommes mariés après mon diplôme. J'ai passé 5 ans à essayer d'être le mari parfait, l'homme hétérosexuel que tout le monde attendait de moi. » Mon cœur s'accéléra. Que s'est-il passé? J'ai rencontré un homme, André. Il était photographe, engagé pour documenter l'un de mes projets. Et pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce qu'était vraiment l'attirance, la passion, une connexion réelle. Il fit une pause, regardant ses propres mains. J'ai vécu des mois partagés entre 2 vies, exactement comme toi maintenant, jusqu'à ce que je réalise que j'étais injuste envers tout le monde, moi, Patricia, André. Tu as divorcé? Oui, ce fut la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Patricia était dévastée. Nos familles étaient choquées. J'ai perdu quelques amis. Mais ce fut aussi la chose la plus libératrice que j'ai jamais faite. Pour la première fois, j'ai pu être moi-même complètement. Il me regarda droit dans les yeux. « Gabriel, je ne te mets pas la pression pour prendre une décision. Chaque personne a son propre rythme, son propre processus.
mais je veux que tu saches que je comprends exactement ce que tu traverses et que quoi que tu décides, tu n'es pas seul. Je sentis des larmes brûler mes yeux. Pendant des semaines, je m'étais senti complètement isolé avec cette confusion intérieure, pensant que j'étais le seul homme au monde à traverser cela à 35 ans. Je ne sais pas quoi faire, admis-je, ma voix se brisant légèrement. J'ai une vie entière construite. Sophia, les familles, les amis, le mariage prévu. Comment puis-je tout jeter par la fenêtre? Ce n'est pas tout jeter, dit Daniel doucement. C'est choisir d'être vrai avec toi-même. Et parfois, être vrai signifie décevoir les attentes des autres. Il se rapprocha sur le canapé, et je sentis la chaleur de sa présence. « Puis-je t'enlacer » demanda-t-il. J'acquiesçai et quand ses bras m'enveloppèrent, je ressentis une sensation de complétude que je n'avais jamais connue auparavant. C'était différent de toutes les étreintes que j'avais reçues. Il y avait de la force, de la protection, mais aussi une tendresse qui me désarçonna complètement. Nous restâmes ainsi plusieurs minutes, et peu à peu, je sentis Daniel s'éloigner légèrement, ses yeux trouvant les miens. Il y avait une question silencieuse, et je savais que c'était le moment où je devrais prendre une décision qui changerait tout. « Gabriel », murmura-t-il, et la façon dont il prononça mon nom fut comme une caresse. Je me penchai en avant, éliminant la distance entre nous, et nos lèvres se rencontrèrent. Ce fut d'abord un baiser doux, presque hésitant. Mais quand je sentis que je ne reculais pas, Daniel approfondit le contact. Ses mains s'entrelacèrent dans mes cheveux, et je me permis de tout ressentir, la texture différente de ses lèvres par rapport à celle de Sophia, la manière dont sa barbe frottait ma peau, son goût unique. Quand nous nous séparâmes, nous étions tous deux essoufflés. Je regardais Daniel, ses yeux brillants d'un mélange de désir et de tendresse, et je sus que j'avais définitivement franchi la ligne qui me séparait de la vie que j'avais toujours connue. « Je ne peux plus prétendre que ça n'arrive pas, » dis-je, la voix rauque. « Alors ne prétends pas, » répondit-il en embrassant doucement mon front. « Quoi que cela signifie pour toi, pour ta vie, je suis là. » Je quittai l'appartement de Daniel en état de choc. Tout au long du trajet de retour, je touchais mes lèvres, sentant encore le goût du baiser, l'intensité de ce moment. J'avais embrassé un autre homme. J'avais aimé ça. J'en voulais plus. Et maintenant, pour la première fois de ma vie, je devrais décider qui j'étais vraiment. Le voyage de découverte de soi de Gabriel s'intensifie, et les choix difficiles approchent. Que pensez-vous qu'il devrait faire? Laissez votre commentaire pour partager vos réflexions sur les dilemmes du protagoniste. Votre participation fait toute la différence dans cette histoire. Les 3 semaines qui suivirent ce premier baiser furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Pendant la journée, j'essayais de maintenir la normalité. Réunions de travail, conversations avec Sophia sur les derniers détails du mariage, dîners avec nos familles. Mais la nuit, quand j'étais seul, tout ce que je pouvais faire était de revivre ce moment dans l'appartement de Daniel, la sensation de ses lèvres sur les miennes, la manière dont tout avait semblé naturel et juste d'une façon que je n'avais jamais connue auparavant. Daniel respectait mon espace, ne me mettait pas la pression, mais restait en contact par des messages discrets. Parfois, c'était juste un « bonjour », d'autres fois, il partageait une photo d'un projet architectural intéressant ou un article sur la durabilité. De petits gestes qui me rappelaient constamment sa présence dans ma vie, de la décision que je devais prendre. « Gabriel, tu es sûr que tout va bien ?» demanda Sophia un samedi matin, alors que nous prenions le petit déjeuner sur la terrasse de l'appartement. « Tu sembles distant, inquiet de quelque chose. » Je la regardais, belle, attentionnée, sincèrement préoccupée par moi, et je sentis le poids de la culpabilité m'écraser la poitrine. « C'est juste le stress du travail, amour, et des préparatifs du mariage aussi. Peut-être qu'on devrait reporter, » dit-elle, me surprenant complètement. « Le mariage, si tu te sens sous pression, on peut attendre quelques mois de plus. » L'ironie de la situation me frappa comme un coup de poing. Sophia, compréhensive et aimante, offrait exactement ce dont j'avais besoin. Plus de temps, mais pas pour la raison qu'elle imaginait. « Ce n'est pas nécessaire, » répondis-je automatiquement. « Septembre, c'est bien, tout est planifié. » Mais même en disant ces mots, je savais que je mentais. Pas seulement à elle, mais à moi-même. Comment pouvais-je me marier avec Sophia en sachant ce que j'avais découvert sur moi-même? Comment pouvais-je construire une vie basée sur un mensonge?
Cet après-midi-là, pendant que Sophia était au salon de beauté, je pris mon téléphone et envoyai un message à Daniel. « J'ai besoin de te voir. Peut-on se rencontrer ?» Sa réponse arriva en quelques minutes. « Bien sûr. Mon appartement ou un endroit neutre. »« Ton appartement ?» répondis-je avant de pouvoir y réfléchir davantage. Quand j'arrivai chez Daniel, mes mains tremblaient légèrement. Je savais que cette rencontre serait différente des précédentes, que nous ne pourrions plus prétendre qu'il s'agissait seulement d'affaires ou d'amitié. Il y avait une urgence en moi, un besoin de comprendre définitivement ce qui m'arrivait. Daniel ouvrit la porte en jean et t-shirt décontracté, les cheveux légèrement ébouriffés comme s'il était en train de travailler. « Gabriel » dit-il, et il y avait un mélange de surprise et de joie dans sa voix. « Entre » L'appartement sentait le café fraîchement préparé et avait de nouvelles plantes que je n'avais pas remarquées lors de ma dernière visite. Nous nous assîmes sur le même canapé où nous nous étions embrassés, mais cette fois, nous gardâmes une distance prudente. « Comment vas-tu » demanda Daniel, ses yeux étudiant mon visage avec soin. « Confus, admis-je. Très confus. Daniel, je ne peux pas arrêter de penser à ce qui s'est passé ici. Au baiser. À toi. » Il acquiesça, attendant que je continue. Mais je ne peux pas non plus arrêter de penser à Sophia, au mariage, à tout ce que j'ai construit. C'est comme si je vivais deux vies complètement séparées et je ne sais pas comment les concilier. « Gabriel, » dit Daniel doucement, « on ne peut pas concilier deux vies quand l'une d'elles n'est pas vraie. » La phrase me frappa comme un éclair. « Tu dis que ma vie avec Sophia n'est pas vraie? Je dis qu'une partie de toi n'est pas vraie dans cette vie. La partie qui est ici, avec moi, maintenant. La partie qui ressent ce que tu ressens. » Il fit une pause. « Tu peux choisir de la réprimer, de prétendre qu'elle n'existe pas, de construire une vie en l'ignorant. Beaucoup de gens font ça, mais elle sera toujours là. » Nous restâmes silencieux quelques minutes. Je savais qu'il avait raison, mais savoir cela ne rendait pas la situation moins impossible. « Et si je choisis d'explorer ça ?» demandai-je finalement. « Et si je te choisis, qu'est-ce que ça signifie pour tout le reste ? Ça signifie que tu devras reconstruire ta vie en fonction de qui tu es vraiment, pas de qui les autres attendent que tu sois, » répondit-il. « Ça signifie que tu devras décevoir certaines personnes pour ne pas te décevoir toi-même. Et si je n'y arrive pas? Et s'il est trop tard pour des changements aussi radicaux? » Daniel se rapprocha sur le canapé mais ne me toucha pas. « Gabriel, tu as 35 ans, pas 70. Il n'est jamais trop tard pour quoi que ce soit. Mais je sais aussi que ce n'est pas une décision que je peux prendre pour toi. » Je regardais ses yeux, cette sincérité qui me désarçonnait toujours, et je ressentis un besoin désespéré de me connecter à lui, de ressentir à nouveau cette sensation de complétude que j'avais expérimentée lors de notre baiser. « Daniel, » murmurai-je, « puis-je t'embrasser à nouveau ?» En réponse, il se pencha en avant et nos lèvres se rencontrèrent une fois de plus. Mais cette fois, c'était différent. Il y avait une urgence, un besoin mutuel qui nous fit approfondir le baiser rapidement. Je sentis les mains de Daniel sur mon visage, puis descendre sur mon cou, et un courant électrique parcourut tout mon corps. Quand nous nous séparâmes, nous respirions tous deux lourdement. Daniel posa son front contre le mien, et nous restâmes ainsi un moment, ressentant simplement la proximité l'un de l'autre. « Gabriel, » dit-il doucement, « je te désire, plus que je n'ai jamais désiré qui que ce soit. Mais je ne veux pas être ton secret, ton échappatoire. Si nous devons faire ça, si nous devons explorer ce qu'il y a entre nous, ça doit être réel, ça doit signifier quelque chose. » Ces mots résonnèrent dans mon esprit tout au long du trajet de retour. Quand j'arrivai à la maison, Sophia préparait le dîner, fredonnant doucement une chanson qui passait à la radio. C'était une scène domestique parfaite, le genre de scène dont tout homme devrait se sentir chanceux. Alors pourquoi me sentais-je comme un étranger dans ma propre vie? Le mariage était prévu dans 2 semaines. Les invitations avaient été envoyées, le buffet confirmé, Sophia avait fait le dernier essayage de sa robe le jeudi précédent. Tout fonctionnait comme une horloge suisse, exactement comme j'aimais que les choses soient, sauf que j'étais complètement amoureux d'un autre homme. Ce fut un lundi que tout s'effondra. Sophia était sortie tôt pour une réunion avec l'organisatrice du mariage, et j'étais à la maison en train de travailler quand mon téléphone sonna. C'était ma mère. « Gabriel, mon chéri, il faut que je te parle de quelque chose de délicat, » dit-elle avec ce ton qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle s'apprêtait à me réprimander. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?»
Une amie de Regina m'a dit qu'elle t'a vu au jardin botanique dimanche dernier avec un jeune homme. Vous sembliez trop proche pour que ce soit juste des affaires. Mon sang se glaça. Maman, Gabriel Santos, tu m'écoutes? Il reste 2 semaines avant ton mariage. 2 semaines. Si tu as une crise, si tu es nerveux, c'est normal. Tous les hommes sont nerveux avant un mariage. Mais tu ne peux pas être vu dans des situations compromettantes. Ce n'était rien de compromettant, maman. C'était juste. C'était juste quoi? Gabriel, tu dois te contrôler. Pense à Sophia, pense à notre famille, pense à ta réputation. Quoi qu'il se passe dans ta tête, tu dois arrêter maintenant. Quand je raccrochais, mes mains tremblaient. Ce n'était pas seulement la peur d'avoir été découvert, mais la manière dont ma mère avait parlé, comme si mes sentiments étaient quelque chose de sale, quelque chose qu'il fallait contrôler et réprimer. Pour la première fois, la réalité de ce que signifierait assumer ma sexualité me frappa de plein fouet. L'après-midi, Daniel m'envoya un message. « Tout va bien? Tu sembles tendu aujourd'hui. » Je répondis en lui racontant l'appel de ma mère. Sa réponse fut rapide. « Tu veux en parler en personne? Je peux venir à ton bureau. » J'acceptais, j'avais besoin de le voir, j'avais besoin de quelqu'un qui comprenne ce que je traversais. Daniel arriva à mon bureau à 6 heures du soir, après le départ de Carla. Je fermais la porte et baissais les stores, une précaution devenue automatique lorsque nous nous rencontrions. « Gabriel, » dit-il en s'asseyant, « je sais que c'est difficile pour toi, mais je sais aussi que tu ne peux pas passer le reste de ta vie à vivre dans la peur de ce que les autres vont penser. » « C'est facile à dire, » répondis-je, plus agressif que je ne l'avais prévu. « Tu n'as pas une fiancée, une famille traditionnelle, une réputation à préserver. »« Non, » admit-il calmement. Mais j'ai eu une épouse, une famille qui m'a rejeté quand je me suis assumé, des amis qui m'ont tourné le dos. Je sais exactement le prix qu'on paie pour être authentique. Et je sais aussi que ça en vaut la peine. Je le regardais, sa sérénité face à mon agitation, et je ressentis un mélange d'admiration et de jalousie. Comment fais-tu pour être si calme face à tout ça? Parce que j'ai appris que l'approbation des autres est un prix trop élevé à payer pour son propre malheur, dit-il. Gabriel, tu peux épouser Sophia, vivre la vie que tout le monde attend de toi, mais une partie de toi saura toujours que tu joues un rôle. Il se leva et s'approcha de moi, s'arrêtant tout près de ma chaise. Puis-je te poser une question? J'acquiesçai. Si tu savais que personne ne s'en soucierait, s'il n'y avait aucune conséquence sociale ou familiale, que choisirais-tu? La réponse vint immédiatement, sans hésitation. Toi, je te choisirais. Daniel sourit, un sourire triste, mais compréhensif. Alors la seule chose qui t'empêche d'être heureux, c'est la peur de la réaction des autres. Ce n'est pas juste ça, protestai-je. C'est toute ma vie. C'est décevoir Sophia, qui ne mérite pas ça. C'est affronter ma famille, mes amis, mes clients. C'est tout reconstruire de 0 à 35 ans. Oui, admit-il, c'est tout ça. Mais c'est aussi la possibilité d'être vraiment heureux pour la première fois de ta vie. Ce soir-là, après le départ de Daniel, je restais seul dans le bureau pendant des heures, à réfléchir. Quand je rentrais enfin à la maison, Sophia dormait, mais elle avait laissé un mot sur le frigo. « Amour, je suis tellement heureuse pour notre mariage. Tu es l'homme de ma vie. » Je froissais le mot et le jetais à la poubelle, puis me ravisais et le lissais à nouveau. Sophia m'aimait vraiment, et j'étais sur le point de briser son cœur. Cela faisait-il de moi un monstre? Il restait 10 jours avant le mariage quand je pris ma décision. Ce ne fut pas un moment dramatique d'épiphanie, mais une lente acceptation que je ne pouvais plus continuer à vivre un mensonge. J'étais sous la douche, me préparant pour une nouvelle journée à prétendre être quelqu'un d'autre, quand je sus simplement que je n'y arriverais plus. J'appelai Daniel. « Il faut que je parle à Sophia », dis-je dès qu'il décrocha. Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne. « Tu es sûr? »« Je ne suis sûr de rien, sauf que je ne peux pas l'épouser en sachant ce que je sais sur moi-même. Elle mérite la vérité. Tu veux que je sois dans les parages, pas forcément présent, mais à proximité, au cas où tu aurais besoin? » L'offre me toucha profondément. Oui, je pense que j'en aurais besoin. Je fixai un rendez-vous avec Sophia pour parler ce soir-là. Je lui dis que c'était à propos du mariage, ce qui était techniquement vrai. Elle rentra à la maison à 7 heures, enthousiaste et parlant du dernier essayage de sa robe. « Pas, elle est parfaite, Gabriel! Tu vas être ému quand tu me verras marcher vers l'hôtel, dit-elle en m'embrassant sur la joue. « Sophia, dis-je,
ma voix trahissant déjà mon nervosisme. Il faut qu'on parle. Quelque chose dans mon ton la fit cesser de sourire. Tout va bien? Tu es effrayé par le mariage? Parce que c'est normal, amour. Tout le monde est nerveux. Ah, assieds-toi, s'il te plaît. Elle s'assit sur le canapé, et je m'agenouillai devant elle, tenant ses mains. C'était la position dans laquelle je lui avais demandé sa main 2 ans plus tôt, mais cette fois, les circonstances étaient dévastatrices. « Sophia, tu sais que je t'aime, » commençai-je, et elle sourit. « Moi aussi, je t'aime. Mais j'ai découvert quelque chose sur moi-même ces dernières semaines qui va tout changer entre nous. » Son sourire s'effaça lentement. « Que veux-tu dire? » Je pris une profonde inspiration. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait découvrir des parties de moi-même dont j'ignorais l'existence. « Tu as une liaison? » demanda-t-elle, sa voix devenant plus aiguë. « Pas exactement. Pas comme tu le penses. » Je fis une pause, cherchant les mots justes. « Sophia, la personne dont je suis tombé amoureux est un homme. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophia me regarda comme si j'avais parlé dans une langue étrangère, assimilant lentement ce que je venais de dire. « Un homme » répéta-t-elle mécaniquement. « Oui. Tu me dis que tu es gay ?» demanda-t-elle, sa voix maintenant un murmure. « Je te dis que je suis tombé amoureux d'un homme et que cela m'a fait remettre en question tout ce qui concerne ma sexualité. Je ne sais pas si je l'ai toujours été et que je le réprimais ou si c'est quelque chose de nouveau, mais je sais que c'est réel. » Sophia se leva brusquement, lâchant mes mains. « Gabriel, le mariage est dans 10 jours. 10 jours. Comment peux-tu me faire ça maintenant? Je suis désolée. Je sais que c'est terrible. Je sais que le timing est horrible, mais je ne peux pas t'épouser en sachant cela sur moi-même. »« Et pourquoi pas? » cria-t-elle, des larmes commençant à couler sur son visage. « Pourquoi ne peux-tu pas simplement ignorer ces sentiments, continuer notre vie comme prévu? Parce que ce serait injuste envers toi. Parce que tu mérites un mari qui te désire complètement, qui soit pleinement présent dans la relation. »« Ah, et je ne mérite pas ça, » sanglota-t-elle. « Je ne mérite pas que tu essaies, que tu te battes pour notre relation? » La douleur dans sa voix me brisa le cœur. « Sophia, tu mérites tout. Tu mérites d'être aimée complètement par quelqu'un qui peut te donner tout de lui. Je ne peux plus être cette personne. »« Qui est-il » demanda-t-elle soudain. « Cet homme qui a détruit notre vie. »« Ça n'a pas d'importance. Ça en a pour moi. Je veux savoir qui a réussi en quelques semaines à détruire tout ce que nous avons construit en années. » J'hésitais, mais décidai qu'elle méritait de savoir. Daniel Ferreira, c'est un architecte. Elle me regarda avec un mélange de colère et de désespoir. « Tu l'aimes » La question me prit au dépourvu. Pendant des semaines, je m'étais concentré sur l'attirance, la confusion autour de ma sexualité, l'impact que cela aurait sur ma vie. Mais l'amour? Oui, répondis-je, me surprenant moi-même par la certitude de ma réponse. Je l'aime. Sophia s'effondra sur le canapé, sanglotant de manière incontrôlable. J'essayai de m'approcher pour la consoler, mais elle me repoussa. « Ne me touche pas !» cria-t-elle. « Tu n'as pas le droit de me consoler après avoir détruit ma vie. » Nous restâmes silencieux pendant plusieurs minutes, elle pleurant et moi me sentant comme le pire être humain sur terre. « Que va-t-on faire ?» demanda-t-elle finalement. « Les invitations sont envoyées, le buffet est payé, nos familles... »« Je m'occupe de tout, » dis-je. « Je vais tout annuler, assumer tous les coûts. Tu n'as pas à t'inquiéter des aspects pratiques. » Et comment vais-je l'expliquer aux gens? Comment vais-je dire à ma famille que mon fiancé m'a quitté pour un homme 10 jours avant le mariage? Je n'avais pas de bonne réponse à cela. Tu peux dire que nous avons découvert que nous n'étions pas compatibles. Tu n'as pas besoin d'entrer dans les détails. Ou je peux dire la vérité, dit-elle avec amertume, que tu m'as trompé pendant des années en prétendant être quelqu'un que tu n'étais pas. Sophia, je n'ai jamais consciemment prétendu. Je croyais vraiment que je t'aimais comme un homme doit aimer une femme. Mais tu ne m'aimais pas, rétorqua-t-elle. Et au fond, tu l'as toujours su, n'est-ce pas? Tu savais toujours qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec moi, une raison pour laquelle tu ne me désirais jamais vraiment. Ces mots me frappèrent comme une gifle. Il n'y avait rien qui n'allait pas avec toi. Jamais. Le problème a toujours été moi, mon manque de connaissance de moi-même. Sophia se leva, essuyant ses larmes avec le dos de ses mains. « Je veux que tu partes, » dit-elle. « Ce soir, maintenant. Je ne veux pas te voir pendant un moment. Sophia, pars, Gabriel, s'il te plaît. » Je pris quelques vêtements et objets personnels et quittai l'appartement qui avait été notre foyer pendant 2 ans. Dans l'ascenseur, j'appelai Daniel. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il doucement. « Horrible, »
Dévastateur, nécessaire, répondis-je, la voix brisée. Puis-je venir chez toi? Bien sûr, je t'attendrai. Les jours qui suivirent furent les plus difficiles de ma vie. Annuler un mariage 10 jours avant la cérémonie est une logistique complexe et émotionnellement dévastatrice. J'ai dû appeler le traiteur, le photographe, le fleuriste, le prêtre. Chaque appel était une petite humiliation, une explication embarrassante sur des circonstances imprévues. Pire encore furent les appels à la famille et aux amis. Ma mère eut une crise d'hystérie, criant que j'avais perdu la tête, que je détruisais non seulement ma vie, mais aussi la réputation de toute la famille. Mon père fut plus retenu, mais la déception dans sa voix était presque insupportable. « Gabriel » dit-il lors de notre conversation la plus difficile, « je sais que tu es confus, que tu traverses une crise, mais ce n'est pas une raison pour détruire tout ce que tu as construit. Cherche une aide professionnelle, résous ces problèmes, mais ne prends pas de décision irrévocable. Papa, ce n'est pas une crise, c'est qui je suis. À 35 ans, tu découvres que tu es homosexuel? Ça n'a aucun sens, mon fils. » Je ne parvins pas à lui expliquer que certaines personnes mettent plus de temps à se comprendre, que la pression sociale peut réprimer des aspects de la personnalité pendant des décennies. Pour mes parents, j'avais simplement perdu la tête. Pendant ces jours chaotiques, Daniel fut mon ancre. J'étais hébergé chez lui et il me laissa de l'espace quand j'en avais besoin, me consola quand je m'effondrais, m'aida avec les aspects pratiques de l'annulation. Il ne tenta pas de me presser concernant notre relation, comprenant que j'avais d'abord besoin de faire le deuil de ma vie précédente avant de commencer une nouvelle. « Tu regrettes ?» demanda-t-il une nuit, alors que nous étions sur le canapé en train de regarder un film. « D'avoir dit la vérité à Sophia? Non? D'avoir annulé le mariage? Non? D'avoir causé tant de douleur à tant de gens? Oui, je regrette cela. Mais il n'y avait aucun moyen d'éviter la douleur, dit-il doucement. Dès l'instant où tu as reconnu tes vrais sentiments, quelqu'un allait être blessé. La différence, c'est que maintenant, la douleur est temporaire, basée sur la vérité. Si tu t'étais marié, la douleur aurait été permanente, basée sur un mensonge. 3 semaines après la date où aurait dû avoir lieu mon mariage, Sophia demanda à me parler. Nous nous retrouvâmes dans un café neutre à Leblon, le même où nous avions eu notre premier rendez-vous il y a 8 ans. Elle était différente, plus mince, les yeux gonflés d'avoir tant pleuré. Mais il y avait une détermination dans sa posture qui n'était pas là la nuit de la révélation. « Oh, comment vas-tu » demandai-je. « Détruite » répondit-elle franchement. « Mais je survis, j'ai commencé une thérapie. Ça aide. Sophia, Laisse-moi parler d'abord, interrompit-elle. J'ai passé ces semaines à te détester, à détester Daniel, à détester la situation. Mais j'ai aussi beaucoup réfléchi à notre relation, aux signes que j'ai peut-être ignorés. J'attendis en silence. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose que tu ne me donnais pas complètement. Je pensais que c'était juste ta nature réservée, ta difficulté avec l'intimité émotionnelle. Je n'ai jamais imaginé que c'était ça. Elle fit une pause. Mais maintenant que je sais, beaucoup de choses ont du sens. Je t'aimais vraiment, dis-je. Peut-être pas comme j'aurais dû, mais je t'aimais. Je sais. Et c'est pourquoi j'ai fini par te pardonner, éventuellement. Parce que je sais que tu n'as pas fait ça pour me faire du mal. Elle prit une gorgée de café. Mais j'ai besoin de te demander quelque chose. Tout ce que tu veux. Sois heureux. Sois vraiment heureux. Parce que si tu ne l'es pas, si tout cela n'a servi à rien, je ne sais pas si je pourrais le supporter. Ces mots me touchèrent profondément. Même après tout ce qu'elle avait traversé à cause de moi, Sophia se souciait encore de mon bonheur. Cela me fit réaliser, une fois de plus, à quel point elle était une personne spéciale et à quel point j'avais eu de la chance d'être aimé par quelqu'un comme elle. « Je vais essayer, » promis-je. « Et Gabriel, prends soin de toi. Je sais que ça doit être difficile avec ta famille, certains amis, mais tu as fait ce qu'il fallait. Ça t'a pris du temps, mais tu l'as fait. » Quand nous quittâmes le café, nous nous enlaçâmes une dernière fois. Ce fut une étreinte d'adieu, de pardon, de 2 personnes qui s'étaient aimées du mieux qu'elles pouvaient et qui devaient maintenant suivre des chemins séparés. 6 mois plus tard. J'écris ceci depuis la terrasse du nouvel appartement que Daniel et moi avons loué à Santa Teresa. Il est plus petit que mon ancien appartement à Barra, mais il a une vue magnifique sur la ville et un jardin où Daniel a planté des herbes et des épices. C'est le premier endroit où je me sens vraiment chez moi. Les 6 derniers mois n'ont pas été faciles.
J'ai perdu quelques clients quand l'histoire s'est répandue dans le milieu des affaires. Certains amis se sont éloignés, incapables de gérer mon changement soudain. Ma relation avec mes parents reste tendue, bien qu'ils commencent lentement à accepter que ce n'était pas une phase et que Daniel fait partie de ma vie. Mais j'ai aussi gagné des choses que je ne savais pas possibles. Pour la première fois de ma vie, je suis dans une relation où je peux être complètement moi-même. Daniel me connaît sous tous les angles, mes angoisses, mes passions, mes peurs, mes rêves, et même exactement comme je suis. Je n'ai pas besoin de prétendre, de réprimer des parties de moi, de vivre dans la peur d'être découvert. Notre entreprise de conseil et d'architecture durable prospère. Nous avons découvert que nous travaillons bien ensemble, non seulement dans la vie personnelle, mais aussi professionnellement. Nous avons des projets excitants, des clients qui valorisent notre vision et la sensation de construire quelque chose de significatif ensemble. Sofia s'est installée à São Paulo, ayant accepté une proposition de travail qu'elle considérait depuis un certain temps. Nous nous parlons occasionnellement, des messages polis sur des questions pratiques que nous devons encore régler. J'ai appris par des amis communs qu'elle va bien, qu'elle a commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau. Cela me rend sincèrement heureux. Hier soir, Daniel et moi étions au lit, discutant de l'avenir quand il m'a demandé « Tu regrettes quelque chose ?» J'ai réfléchi soigneusement avant de répondre. Je regrette d'avoir mis autant de temps à me connaître. Je regrette la douleur que j'ai causée à Sofia. Je regrette les années où j'ai vécu sans être authentique. Mais tu ne regrettes pas d'avoir choisi ça, cette vie, avec moi? Jamais, répondis-je sans hésiter. C'est la première fois de ma vie que je me réveille et que je me sens complet, que je me regarde dans le miroir et reconnais la personne qui me regarde en retour. Daniel sourit et m'embrassa. Un de ces baisers doux et familiers qui diffèrent de la passion du début, mais qui ne sont pas moins intenses. Ce sont des baisers qui parlent d'une intimité réelle, d'une connaissance mutuelle, d'un amour qui n'a pas besoin de se cacher. À 36 ans, j'ai enfin découvert qui je suis. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été sans douleur, et ce n'était certainement pas ce que quiconque attendait de moi, mais c'était réel. Et pour la première fois de ma vie, cela suffit amplement. Parfois, on me demande comment j'ai été sûr d'avoir fait le bon choix. La vérité, c'est que je n'étais pas sûr avant de l'avoir fait. Mais j'ai compris que vivre avec des doutes sur qui vous êtes est infiniment pire que d'affronter les incertitudes de se réinventer. Si vous lisez ceci et vous identifiez à mon parcours, sachez que vous n'êtes pas seul. Peu importe votre âge, vos circonstances, les attentes qu'on a placées sur vous. Il n'est jamais trop tard pour être vrai avec vous-même. Il n'est jamais trop tard pour choisir le bonheur authentique plutôt que l'approbation des autres. Et si vous êtes prêt à faire vos propres choix difficiles, souvenez-vous, le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. C'est choisir d'être qui vous êtes, même quand il est plus facile d'être celui que les autres attendent de vous. C'est mon histoire. Elle est encore en cours d'écriture, il y a encore des chapitres ouverts, des surprises et des défis à venir. Mais pour la première fois, c'est vraiment la mienne. Fin. Le voyage de Gabriel touche à sa fin, mais son message de courage et d'authenticité résonne pour nous tous. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si vous vous êtes identifié au dilemme du protagoniste ou inspiré par son courage de recommencer, partagez vos pensées dans les commentaires. Votre histoire compte aussi, et votre voyage de découverte de soi mérite d'être célébré. Merci d'avoir suivi Entre deux mondes jusqu'à la fin.